Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, de KyoAni. Un film de KyoAni parce que aujourd'hui, en ce mercredi 17 juillet 2024, nous sommes la veille du tragique 5e anniversaire de l'incendie de Kyoto Animation qui avait grandement marqué les esprits à l'époque et qui continue de le faire. L'un des studios les plus incroyables pour moi qui subissent cette, tragédie qui a à tout jamais marqué les esprits, la plus grande tuerie de masse de l'histoire du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, un événement que personne n'oubliera et dont la réalisatrice Naoko Yamada, la réalisatrice de Silent Voice, était présente sur le studio qui a pris feu, qui a été incendié, et elle a survécu et après ces événements ne reviendra jamais à Kyoto Animation et préférera continuer dans le monde de l'animation, mais sur les côtés de Science Saru. Avec aussi une grande liberté aussi laissée aux collaborateurs de ce studio, fondé par Masashi Yuasa en 2013. Silent Voice sort le 17 septembre 2016. Il est tiré du manga éponyme de Yoshitoki Oima. C'est donc Naoko Yamada qui va s'occuper de la réalisation de ce film. Alors Naoko Yamada, juste avant ce tragique incendie, a toujours été chez Kyoto Animation, entre le début de sa carrière en fait et la réalisation de ce film. À savoir, elle a travaillé pour la première fois en 2005 en tant qu'animatrice clé et intervalliste sur, R, l'animé, hein, évidemment pas le jeu vidéo, R en 2005. Puis elle a travaillé aussi sur Clannad, les 2 saisons en tant que réalisatrice, d'épisodes. Elle a aussi travaillé sur les 2 saisons de K-On! Sur Nichijou, sur le film K-On! Également, au début des années 2010, sur également Yuka, Tomako Market et également Hibike Euphonium, ainsi que sur le deuxième et troisième film Hibike Euphonium, et aussi Lise et l'oiseau bleu en 2018, qui est un film qui est tiré de l'univers d'Hibike Euphonium également. Elle aura travaillé en tant que co-réalisatrice sur Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques. Et elle a aussi été sous-réalisatrice, un peu plus anciennement, en 2010, sur Haruhi Suzuhima, plus précisément le film d'animation La disparition d'Haruhi Suzuhima. Donc elle a travaillé sur pas mal des grands projets de KyoAni, à savoir Evergarden, K-On!, Suzuhima, Euphonium. Elle a participé à Clannad aussi. Le seul qui manque peut-être à la liste, parmi les grands classiques, c'est évidemment ce qu'il y a avant R, à savoir Full Metal Panic, et également peut-être aussi Lucky Star, où Naoko Yamada n'a pas participé apparemment au projet, ou alors peut-être que si, mais en tant qu'un rôle très secondaire qu'on n'affiche pas sur les génériques, ça peut arriver, hein. Non, et voilà, Lucky Star, ça fait pas partie de son CV, mais elle a participé sinon à tous les autres grands classiques de Kyoto Animation avant le tragique incendie de 2019. Et après, elle partira du coup chez Science Saru. Après 3 années de pause, elle reviendra qu'en 2022 en tant que réalisatrice. Donc on va parler d'un film d'animation qui est réalisé par une femme, ce qui est très très peu conventionnel comme vous le savez certainement. On a parlé que d'hommes qui étaient à la tête de projets pour l'instant sur la chaîne, et je ne vais pas vous mentir, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Ne serait-ce que, éventuellement, d'autres films, de Naoko Yamada, mais on va pas parler beaucoup de réalisatrices parce qu'il y en a très peu. Mais bon, ça c'est, le problème de l'animation japonaise, mais c'est surtout le grand applaudissement qu'il faut avoir sur Kyoto Animation, d'embaucher beaucoup de femmes et de leur donner une chance, et surtout, même aux personnes, que ce soit d'ailleurs, des hommes ou des femmes, d'ailleurs ça ne change rien, donner des chances de participer au projet même quand vous êtes tout nouveau et que vous avez que 20 ou 21 ans et que vous venez d'arriver, et ben vous avez la possibilité de participer à certains projets, à donner vos idées, et cetera. Aux côtés des grands spécialistes et des professionnels qui sont peut-être, là au studio depuis 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, que Kyoto Animation a essayé de conserver malgré le drame. Ça continue toujours, on reprend les bases, notamment on a repris Hibike Euphonium. Donc on reprend les grands classiques du studio d'animation, du coup d'avant l'incendie pour essayer de le reconstruire, et on voit que c'est difficile parce que forcément, bah, il y a une grande partie, des collaborateurs qui sont morts ce jour-là, et d'autres qui n'ont pas voulu reprendre, soit qui ont quitté définitivement le monde de l'animation, et d'autres comme Naoko Yamada qui sont partis chez d'autres studios trop marqués par l'ambiance morose de studios d'animation, et on peut les comprendre. Mais certains sont revenus quand même. Et sur ce, on va commencer à parler du film. Alors bon, comme vous le savez très bien, Silent Voice, ou Silent Voice, ça dépend, on peut dire les 2.
Bon, bah, le titre déjà, ça va pas parce que c'est pas A Silent Voice, le titre original, c'est pas la voix silencieuse, c'est la forme de la voix. D'ailleurs, le nom anglais, et c'est ça qui est rigolo, c'est The Shape of the Voice. C'est pas du tout A Silent Voice. Bon, traduction encore, et ce qui m'amuse, c'est qu'on fait des traductions en anglais, alors qu'elles ne sont pas données comme ça en anglais. Pourquoi pas? Non, c'est vraiment la forme de la voix et l'expression plus de la voix qui compte vraiment dans le titre. C'est pas genre la voix silencieuse pour décrire justement le fait que, éventuellement, que le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux, est muet, alors qu'en fait elle ne l'est pas vraiment, c'est juste qu'elle est sourde et forcément ça a un impact direct sur l'expression de la langue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et que KyoAni a vraiment voulu mettre en place. C'est que effectivement la sourdité vous empêche un petit peu de communiquer parce que simplement vous n'avez pas l'habitude d'entendre des mots. Et un enfant en, ne peut pas parler par lui-même. C'est impossible que votre enfant va parler et tout seul spontanément. Ça ne peut pas arriver. Il faut qu'on lui parle, il faut que les parents lui parlent et que, au bout d'un moment, à force d'entendre autour de lui, un enfant va commencer à apprendre simplement à parler pour communiquer avec les autres. Sinon, si c'était pas le cas, bah, tout le monde, tous les enfants à la naissance, ils sauraient déjà parler parfaitement, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais donc pour communiquer ça et le fait que de sa surdité, elle peut pas comprendre vraiment, elle peut pas comprendre ce que les autres disent et du coup, elle n'arrive pas vraiment à le reproduire et donc à avoir appris à parler. Elle a du mal aussi donc à s'exprimer, mais elle n'est pas muette. Donc c'est pas a silent voice parce qu'elle n'est pas silencieuse, elle n'est pas muette, elle peut parler, c'est juste que c'est peu compréhensible et qu'elle préfère s'exprimer soit par son cahier au début, quand elle est en primaire, ou soit à travers la langue des signes évidemment. Ce qui est assez hallucinant dans ce film, c'est aussi comment on est un peu tenu en haleine pendant tout le long. On est un peu comme Youn, la voix du cœur, quand on avait parlé il y a quelque temps, où on sait pas vraiment comment le film peut se terminer. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, parce qu'évidemment, quand un film est prévisible et que tu sais très bien comment il va se finir, machin, c'est un peu chiant, on est bien d'accord. Mais là, pour le coup, on sait pas trop. Ça peut mal finir, très bien finir, et en témoigne en fait une espèce d'ascenseur émotionnel. Elle, en termes de gravité de ce qui est exposé dans les images, on a l'impression de faire vraiment les montagnes russes. À savoir, on est tout en haut, haut de la gravité des événements, hein, qui est le personnage que nous présente comme le personnage principal, fait une tentative de suicide, mais se retient au dernier moment. Donc on part sur quelque chose de très grave, ensuite on passe au niveau juste en dessous, mais qui est très grave quand même, hein, ne faites pas ça, le harcèlement scolaire, et ensuite, plus on va en avant et plus on se dit, ça va de moins en moins grave. On a plus l'impression que le personnage principal, à savoir Ishida, se referme plus sur lui-même et qu'il n'est pas vraiment mis à mal par ses camarades. C'est juste lui qui s'exclut. Donc finalement, l'exclusion sociale, c'est encore un niveau en dessous. Ça reste toujours pas très sympa, mais ça reste un niveau inférieur. Et on se dit, voilà, le film part très fort et on descend, 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 et on se dit, ok, le film va finir chill, tranquille. Non. Non, parce qu'il va y avoir des accélérations, un peu des repointes, on va remonter un peu dans la gravité. En témoigne, bah, la tentative de suicide de notre ami, l'autre personnage principal, Shoko, évidemment. Et c'est ça qui est assez taré, c'est que j'ai l'impression que le film part très fort, descend en niveau, et on est assez calme, remonte très vite pour redevenir dramatique, et redescend. Donc on est un peu sur quelque chose qui est assez intéressant parce que d'habitude on part plutôt sur quelque chose de simple, donc d'assez tranquille, puis complication, ça monte très haut et ça redescend, ça se simplifie. Mais là, ça monte très haut, ça descend, ça remonte et ça redescend. C'est un peu un schéma narratif et émotionnel un petit peu particulier dans ce film, et c'est peut-être pour ça qu'on l'oublie pas, hein. Parce que c'est vrai que quand tu mets ton film et que tu vois que l'une des premières séquences du film, c'est littéralement le personnage qu'on ne sait même pas comment il s'appelle à ce moment-là, Ishida donc, qui note dans son calendrier dernier jour et qui arrache une partie de son calendrier pour laisser place jusqu'au 15 avril. Et on comprend déjà avec tous ses gestes, il prend de l'argent, il essaie de s'excuser auprès de tout le monde, il s'excuse auprès de d'une personne qu'on apprendra du coup être sa mère parce qu'on ne le sait pas à ce moment-là. Il s'excuse avec cet argent auprès de sa mère qui dort, il s'éclipse, on comprend bien qu'il va faire une connerie. Et très vite, il se met au-dessus d'un pont, et il voit des gens en bas, il a un petit flashback, il redescend, il se ravise. Et c'est que beaucoup plus tard dans le film qu'on va reparler de ça,
hein, il va pas se passer pas mal de moments, avant que la mère se rende compte de ce qu'il a voulu faire, parce qu'on va revenir sur toute l'école primaire avant, à savoir ce qui s'est passé entre Shoko et Ishida, ou Soya si vous préférez pour, son prénom. Donc on retourne dans le passé, c'est à savoir à la dernière année de primaire. Hem, donc il y a une nouvelle qui arrive, ça va donc Choco. Et Choco, elle est donc sourde, elle ne peut pas communiquer avec les autres, ou en tout cas difficilement. Elle préfère utiliser un cahier pour pouvoir s'exprimer et que tout le monde la comprenne. Très vite, dans cette ambiance de classe, on voit très bien un peu ce que ces enfants jeunes peuvent être horribles et odieux avec les autres, et ne serait-ce que, bah voilà, les discours en cachette de Ueno, Mika Kawai qui reste un petit peu en retrait, qui veut pas s'imposer, qui rigole avec son ami populaire Ueno, mais qui en fait ne ressent pas ça. La timide qui se fait bully, à savoir, comment elle s'appelle déjà? Qui devient amie et qui veut apprendre la langue des signes avec du coup Choco. Ça aussi, cette mise en marge de ceux qui veulent se rapprocher de celle qui est mise en marge, ça aussi c'est, bien odieux et bien de ces âges-là malheureusement. Et par la suite, il va y avoir évidemment Ishida qui va lui arracher ses appareils auditifs, qui va l'embêter tout le temps et même presque se bagarrer avec elle, la lancer dans dans un étang avec ses devoirs, machin. Voilà, du harcèlement pur et dur, on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe, je pense qu'on a compris vraiment ce qui se passait dans cette classe, mais que au départ final de Shoko, qui est muté dans une autre école par la faute d'Ishida, eh bien, ça va se retourner contre Ishida qui va se faire harceler à son tour pour avoir causé ce bazar en fait dans la classe, alors que les autres sont aussi tout autant responsables que lui, et on va commencer en fait à le harceler à la place de Shoko. Ce qui va le mettre encore plus en rogne, toujours en primaire, contre Shoko, et c'est à ce moment-là justement qu'il va se battre contre elle, à cause de cette mise en marche qu'il a subie par sa faute. Et enfin par sa faute entre guillemets, hein, c'est selon lui. Évidemment, après plus tard, quand il est adulte, enfin presque adulte, et qu'il est au lycée, il change d'avis et il décide de revoir Shoko, de la retrouver et d'essayer de recoller les morceaux. Mais évidemment, c'est pas aussi simple, ne serait-ce qu'avec la mère de Shoko qui est très 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 agressive au début, et on peut que la comprendre évidemment après ce qu'il a fait. Et encore, tous ses amis qu'il a eus en primaire qui, lui ont fermé complètement la porte. Et donc, il est complètement esseulé, et tout cela est symbolisé au lycée par ces fameuses petites croix bleues qu'on le retrouve beaucoup dans le film, qui sont mises sur le visage de tous les personnages, qui ne sont pas forcément contre Ishida, hein, mais qui sont juste des gens dont Ishida a peur, parce que Ishida s'est mis dans la peur du mec harcelé, comme un boomerang en fait qui est revenu dans la gueule de son lanceur au début. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans cette dernière année de primaire où le harceleur finit par se faire harceler. Un peu un message de joue pas aux jeux dangereux, quoi. C'est aussi une façon de dire, sans le dire directement, et ça je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, et je pense que c'est assez unanime, et si vous l'êtes, vous êtes vraiment un connard, c'est le harcèlement, évidemment c'est mal. Évidemment, au lieu de le dire directement dans le film, parce que je pense que tout le monde l'a compris ça, et que c'est un peu la base, eh ben, on le fait comprendre à travers ce retournement qui s'est passé en primaire et cette exclusion sociale que la conséquence de ce retournement a fait subir à Ishida dans l'exclusion qu'il subit du coup, ou qu'il subit par lui-même, hein, peut-être, hein, c'est pas forcément, ça vient pas forcément des autres, mais c'est par lui-même. En témoigne Mika Kawai qui est gentille avec lui en toutes circonstances, malgré le fait qu'elle a cette petite croix bleue sur le visage comme les autres. C'est, enfin au début en tout cas, après elle va tomber, montre que c'est plutôt Ishida qui s'est fait subir ça lui-même. Un retour assez violent du boomerang. On a presque envie de dire c'est bien fait, mais après Ishida devient un gars sympa et a compris ses erreurs, qu'au bout d'un moment, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais il faut un petit moment dans le film, ça se vient pas automatique évidemment, au début de ce qu'il a fait à Shoko, on peut difficilement le pardonner tout de suite, et ça va venir petit à petit, parce que aussi le film joue autour de lui, et que c'est le personnage principal bien sûr, donc on le voit beaucoup, et on le voit beaucoup essayer de recoller les morceaux avec tout le monde, même s'il s'y prend pas toujours aussi bien qu'il le souhaiterait. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une exclusion sociale, c'est à travers Tomohiro. Une exclusion sociale donc il se fait subir à lui-même, c'est à travers de Tomohiro qui devient du coup son pote. Et ce qui est assez taré, c'est que
au moment où Ishida le protège un peu de ce racket pour se faire racketter à sa place, ils vont devenir amis et la croix bleue, elle tombe toute seule. Comme si c'était Ishida qui, voilà, s'était intéressé à Tomohiro et du coup, tout va bien. Parce que Tomohiro, bah, il a aucune raison on de lui en vouloir de quoi que ce soit, de ce qui s'est passé en primaire, parce qu'ils étaient pas dans la même classe, il me semble. Et du coup, i voilà, il y a aucune raison qu'il ait une quelconque haine contre lui et puis même si c'est un gars qui a pas beaucoup d'amis et forcément qui va beaucoup s'attacher à Ishida, c'est un bon gars, c'est un gars loyal, un gars sympa qui a aucune raison d'être barré comme ça d'une croix bleue, comme si c'était un danger pour Ishida, alors que ça en est pas du tout un. Donc ça montre bien, hein, réellement que Ishida a subi les conséquences de ce qui s'est passé dans les dernières années de primaire, enfin à la dernière année de primaire, et que cette exclusion qu'il a subie en primaire, que là c'est vraiment lui qui l'a subie, il l'a reportée pendant tout le reste de sa scolarité sur lui-même. Parce qu'il était persuadé que tout le monde lui en voulait. Et en même temps, c'était le cas en primaire. Mais plus après. Parce que les gens, simplement, c'est pas qu'ils ont oublié, c'est juste qu'ils le connaissent pas pour certains. Enfin, certains le connaissaient, comme Rika, mais même enfin, pas Rika, pardon, Mika Kawai, qui, elle, va lui pardonner aussi. Mika Kawai, d'ailleurs, elle porte bien son nom parce qu'elle est super chou et vraiment très, très gentille, mais elle est un peu écrasée derrière Ueno. Elle était écrasée derrière Ueno au moment de la primaire, mais elle a essayé de se dégager de ça. Et effectivement, oui, elle rigolait avec Ueno. Oui, techniquement, elle faisait partie de cette machine un peu contre Choco en primaire, mais c'était contre son gré. Et en vue de son attitude et de comment elle réagit, moi, honnêtement, j'ai envie de la pardonner tous les jours. Alors que Ueno, pas du tout, hein. Ueno, elle, je la déteste. C'est la fille populaire absolument qui va être partout et qui en a rien à foutre de faire du mal aux autres. Ueno, c'est le genre de personnage que je déteste. Et là où Ishida est très bien sûr, c'est que Ueno, il va un petit peu lui pardonner, mais pas tant que ça. Et finalement, va la réexclure plusieurs fois avec cette croix bleue qui va tomber et revenir sur le visage de Ueno pas mal de fois, même si à la fin du film, il va quand même la pardonner. On voit quand même que c'est beaucoup plus difficile, alors que Rika, c'est quasiment automatique. En témoigne justement cette croix bleue qui tombe de son visage à Rika quand Ishida va lui parler pour la première fois, et c'est toujours pas Rika, c'est Mika, j'ai envie de dire Rika, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Mika. Ensuite, bah, avec cette réconciliation, cette croix bleue, elle ne reviendra jamais sur le visage de cette gentille fille. Alors que Ueno, c'est un peu plus compliqué, parce qu'elle est plus cruelle, parce elle en veut vraiment à Shoko. Et Ishida, voulant se faire pardonner auprès de Shoko, n'a plus envie de faire ce mal que Ueno essaie de remettre en place au début, en tout cas quand Ueno retrouve Shoko pour la première fois, à la scène où Ueno s'assied derrière le vélo de Ishida. Et ce qu'on voit bien aussi avec Ishida, c'est qu'il essaie de faire recoller tous ses morceaux avec Shoko. En témoigne en fait tous ses ouvertures avec ses anciens camarades de primaire, comme bah, justement Mika Kawai, et également avec Ueno, même si ça fonctionne pas vraiment. En témoigne le passage, et ça a été le truc quasiment éliminatoire, c'est Ueno qui essaye de faire réconcilier Ishida avec celui qui est responsable de la chute en primaire, à savoir évidemment Shimada, Kayuki Shimada, qui est responsable en fait de ce harcèlement qu'il a subi en primaire en fait, de ce retour un peu. Et donc ça lui fait revenir sa petite croix bleue à Ueno. Et donc c'est là que ça fonctionne pas vraiment avec Ueno. On voit très bien parce que dans ces plans là, avec ce groupe là, qui est composé évidemment de Ishida, de Shoko, évidemment de Ueno, donc forcément de Tomohiro, de Mika et de l'autre avec ses cheveux orange et de Sahara aussi également, et de la petite sœur de Shoku que j'ai pas nommée Yusora, et tous ces gens-là, il y en a qu'une seule sur ces 8 personnes qui a une croix bleue sur le visage, et c'est évidemment Ueno. Et ça, c'est pas totalement anecdotique, ça montre vraiment que c'est compliqué pour Ishida de lui pardonner et d'essayer de... Parce que simplement, Ueno est la seule qui ne veut pas en fait se réconcilier avec Shoku, alors que toutes les autres sont soit... n'ont jamais eu de problème en fait avec Shoku, et donc ne faisait pas partie de ce harcèlement, et que Mika, pardon, est la seule qui est liée à ça d'une façon ou d'une autre, avec évidemment Ishida, mais elle s'en est toujours voulu, quoi. Donc finalement, c'est plus facile de lui pardonner.
Mais après ce moment, va y avoir après le passage à la fête foraine, va y avoir un moment sur un pont où, à cause de certaines disputes provoquées entre Ueno et Rika, tout le monde se prend des balles de la part d'Ishida qui en a marre, en fait, d'entendre tout le monde se plaindre, je pense, alors qu'il le fait aussi, et ça blesse un peu tout le monde. Ueno, Mika, tout le monde y passe, même Tomohiro, et du coup, il bully un petit peu tout le monde, et ça touche un petit peu les deux frangines, à savoir Shoku et, euh, et sa petite sœur. Et ça, évidemment, c'est responsable un peu de cette fin également que l'on pense un peu remontée, de cette remontée, avec une nouvelle exclusion. La fête foraine, c'était peut-être juste avant que Ueno mette Ishida en face à face avec Kaioki. C'était le point le plus bas, le truc le plus chill, et on est remonté après ce moment où Ueno le représente. Et ça remonte petit à petit avec cette nouvelle exclusion sociale justement sur le pont. Ensuite, la fête d'anniversaire où Ishida essaie de recoller les morceaux, fête d'anniversaire de la mère des deux sœurs, qui va plutôt bien fonctionner, donc ça c'est cool, etc. Il arrive à se faire plus ou moins pardonner auprès de la mère de Shoku. Mais après, Shoku rentre toute seule, va sur le balcon pour regarder les feux d'artifice, on le pense. Ishida rentre et Shoku saute du balcon. Elle veut mettre fin à ses jours. Et là, on est retombé, mais bien haut, bien haut. Et Ishida arrive à la retenir de justesse, et avec des mots d'excuse, un peu de ce que tu veux, d'espoir, de j'ai besoin de toi, il arrive à la remonter. Mais Ishida tombe, et tombe dans la rivière. Il se blesse, il va être dans le coma, il n'est pas mort. Et l'une des scènes les plus marquantes va suivre au moment où Ishida est à l'hôpital, où les deux mères, la mère de Ishida et la mère de Shoku, vont se retrouver. Et à l'extérieur, et d'abord, après s'être fait pardonner, enfin, la mère de Shoku qui s'excuse auprès de la mère d'Ishida alors que ça devrait être le contraire. Et ensuite, à l'extérieur, Ueno qui recontinue à maltraiter cette pauvre Shoko. Et la mère qui fracasse Ueno, et Ueno qui gifle la mère de Shoko en retour. C'est absolument légendaire. Et c'est la mère d'Ishida qui vient séparer ces deux personnes. Et peut-être que Ueno est la personne pour moi la plus exécrable en fait clairement de ce film, alors que la mère, enfin les deux mères sont dans la souffrance. On rappelle que la mère d'Ishida avait supplié son fils de pas retenter et repenser au suicide comme il avait fait au début du film, et qui avait brûlé cet argent un petit peu de façon un peu sans faire exprès, un peu comiquement. Et bah là maintenant, elle va retrouver son fils qui s'est jeté d'un toit, mais pour sauver quelqu'un. Donc ça change complètement tout. Et c'est pour ça que peut-être l'excuse absolue va changer de côté. Et on repense à cette séquence où, quand ils étaient en primaire, les deux mères se sont retrouvées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé la mère de Ishida avec les oreilles en sang. Et peut-être qu'elle a arraché les boucles d'oreilles pour donner enfin, volontairement ou involontairement, enfin, volontairement, ou alors contre son gré, ont été arrachées ces boucles d'oreilles pour les donner peut-être à la mère de Shoku. Ça, on ne le saura jamais parce qu'on ne l'a pas vu, mais c'est possible. Donc finalement, cette séquence à l'hôpital entre les deux mères et surtout avec Ueno qui encore maltraite cette pauvre Shoku, euh, c'est très dur. Et à un moment, moi j'ai essayé de comprendre Ueno, c'est-à-dire on n'arrive pas à me comprendre, on n'arrive pas à m'écouter parce que je suis populaire, machin, tout ça. Du coup, tout le monde a besoin de m'écouter. Mais moi, je suis désolé, je n'arrive pas à rentrer dans ce personnage. Pas le personnage que j'apprécie beaucoup, mais c'est peut-être aussi un petit peu fait exprès de la part de Naoko Yamada. Maintenant, Shoko, qui est un peu blessé au bras et qui voit que Ishida est à l'hôpital, peut-être à cause d'elle, veut essayer de tout recoller les morceaux et refaire un peu que tout fonctionne. Shoko va aller la nuit du mardi près de l'endroit où il donnait à manger, où elle donnait à manger avec Ishida au petit poisson, et Ishida, de réveil de son coma, va aller la retrouver et lui dire merci pour tout, et enfin lui dire excuse-moi pour ce qui s'est passé en primaire, c'est pas trop tôt. Et les deux se réconcilient, se rapprochent un petit peu, mais restent simplement des amis. N'allez pas vous imaginer les choses. Ensuite, donc Shoku accepte d'amener Ishida à sa classe de lycée pour l'aider à recoller les morceaux avec les autres membres du groupe, et cela fonctionne, même un peu avec Ueno, alors que Ueno, elle, est toujours un personnage que j'aime pas beaucoup, mais arrive à se réinclure au groupe grâce aussi à Shoku, il faut le dire, parce que Shoku, on pourrait presque afficher qu'elle est
un peu trop gentille quand même. Elle pourrait quand même en vouloir plus à Ueno quand même, parce qu'elle est encore pire, parce qu'elle, elle a jamais vraiment essayé de se faire pardonner, contrairement à Ishida. Donc c'est... Voilà, moi j'attendais qu'elle la dégage, quoi. On n'a pas besoin d'elle. Et puis tous ensemble, ils vont aller à cette fameuse fête du lycée. Le groupe est ressoudé, grâce aussi aux cadeaux que Mika a donnés sur l'initiative de tout le monde, honte de la classe, y compris des gens qui font pas partie de ce groupe, ce qui montre que non, Ishida n'est pas un exclu, n'est pas un harcelé dans ce lycée, non, c'est lui qui se les fait tout seul, et ça, il le constate, avec l'aide de tous ses amis, avec l'aide de ce groupe de 8 personnages que l'on n'oubliera jamais, sauf peut-être Ueno, que je déteste, pardon, excuse-moi Ueno, mais tous différents, et vont tous, ensemble, voir, grâce à eux, Ishida va enfin voir, il n'est pas seul. Et toutes ces croix bleues qui sont mises sur des visages de personnages et de personnes auxquelles il n'a jamais parlé, qui ne connaît même pas de la primaire ou de ce que vous voulez, pour comprendre que non, il s'est imposé ça tout seul. Et que oui, on a parlé de lui parce qu'il avait fait des choses. Mais ensuite, on a parlé de lui à la fin parce qu'il est sorti du coma. On se moque pas de lui. On se dit c'est incroyable, il a survécu. Et ça, il le comprend. C'est pour ça que toutes ces croix bleues, et c'est toute une symbolique, d'avoir mis cette exclusion volontaire de la part d'Ishida, d'un point de vue visuel dans le film d'animation à travers avec ses croix bleues, c'est magnifique et ça montre vraiment que Ishida se réveille et s'ouvre aux autres à la fin du film. Et le film se termine ainsi et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc finalement, le film finit ultra positivement. Toutes les choses ont été résolues, mais comme on dit, on a eu le gros pic du début, l'explication de pourquoi on a ce gros au pic du début, on revient sur quelque chose de plus utile après justement cette tentative de suicide, sur quelque chose de se faire pardonner de ce qu'il avait fait, d'où l'intérêt du flashback avant, et ensuite on remonte dans la destruction, on remonte jusqu'au suicide, mais d'un autre personnage cette fois-ci, qui va échouer également, personne ne meurt dans le film, c'est important, et ensuite on redescend, et on finit par retrouver la paix. Donc finalement, c'est un film qui, là encore, à l'image de Dune, la voix du cœur, qui n'a rien à voir, hein, mais qui, à part que ça se passe dans une école, et qui parle un peu aussi aussi de difficultés de communication avec Yoon, hein. On est sur quelque chose, des films qui se ressemblent pas mal, hein, quand même, hein. Même si c'est pas du tout le même studio, ni le même réalisateur, c'est quand même très intéressant de voir la comparaison de ces deux films qui sont sortis à peu près 12 mois d'intervalle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et ça montre que, oui, les films peuvent être comparés, et que, voilà, il faut s'ouvrir aux autres, il faut être capable d'écouter, en plus de s'ouvrir aux autres, et la construction sociale, elle se fait naturellement tant que tu arrives à accepter les autres pour ce qu'ils sont. Et là, la magie de Kyoto Animation entre en œuvre, parce que la magie de Kyoto Animation, c'est de faire des personnages qui sont tous reconnaissables, que ce soit par leur attitude ou leur physique. Et dans un film comme ça, qui emploie énormément de personnages, vous avez remarqué que dans la vidéo, je me suis pas mal emmêlé les pinceaux avec les prénoms, parce qu'il y en a beaucoup, et parce que c'est quelque chose de très dense et qui tient beaucoup à cœur à Kyoto Animation, de réaliser des personnages qu'on arrive tous à différencier, et c'est comme ça qu'on n'oublie jamais un film. Parce que les personnages de Silent Voice sont tous remarquables, parce qu'ils sont différents des autres, et simplement, ils se ressemblent pas physiquement. Le fait que, dans une salle de classe, t'as tous des personnages random, t'as même des personnages qui servent à rien, qui sont tous différents en primaire, pas un seul ne ressemble à un autre, alors que la plupart de ces personnages, certains sont importants, comme Mika, comme Ueno et comme Ishida, et comme évidemment Shoku, mais les autres, on en a rien à péter. On s'en fout. On pourrait. Certains, on sait même pas comment ils s'appellent. Et c'est pas très important. On en a rien à foutre de leur nom. Mais ils font quand même l'effort de faire au moins la différenciation physique, parce que on peut pas faire de différenciation de caractère, vu qu'évidemment on les analyse pas, ces personnages, c'est pas des personnages intéressants, on va pas parler de 200 personnages non plus, mais ça montre bien que Kyoto Animation, et c'est ça toute sa magie, de créer des personnages marquants et différents. En témoigne Clannad, en témoigne Kaon, en témoigne Hibiki Euphonium aussi, et en témoigne surtout, et de plus en plus, ça on en reparlera, Violet Evergarden bien sûr, et A Silent Voice ne fait pas exception à cette règle, et que même les animés les plus mignons, et même des trucs un peu plus bêtes, comme Lucky Star ou Haruhi Suzuhima, alors que Haruhi Suzuhima est très beau quand même, et bah justement cette beauté est rendue possible grâce à la différenciation de personnages. Et bien que Lucky Star soit peut-être un peu l'exception à la règle, des animés comme Air, Clannad, Evergarden, Kaon, Euphonium sont tous pareils, et Silent Voice n'en fait pas exception. C'est la différenciation physique et mentale de tous les personnages qui font que ce genre de films, on les oublie pas.
en plus d'avoir un scénario qui est bien ficelé, une histoire intéressante et une thématique lourde et 2 thématiques lourdes que sont le suicide et le harcèlement, qui sont quand même là, dans un film qui finalement finit bien, il faut le dire, nous a tenus en haleine par ses émotions et par tout ce qu'il nous a fait voir et subir. Et forcément, des personnages comme Ishida dans sa tentative de rédemption, on les oublie pas. La pauvre Mika qui a tout subi aussi. Et évidemment, Shoku, la plus marquée en fait de tous ces événements, vu que c'était le cœur du début de cette histoire et le cœur de cette fin également. Donc, tous les personnages, et on pourrait citer les 2 mamans aussi, forcément aussi, il y a ce vécu entre la mère du harcelé et la mère du harceleur. C'est évidemment quelque chose de très compliqué, et d'avoir cette scène à l'hôpital entre les 2 mères, c'est tout à fait, absolument incroyable, et le fait de les revoir à la fin, voir la mère de Shoku se faire couper les cheveux au salon de coiffure Ishida, c'est aussi tout un symbole, même si c'est une scène qui a l'air complètement anecdotique, ça montre réellement que tous ces personnages qui ont tous souffert à leur manière, en fonction de où ils se situent dans cet arbre, de cette situation compliquée, et bah, tous ont eu leur rédemption, tous ont su nous émerveiller, sauf le personnage de Ueno que je n'aime pas, mais qui a le mérite au moins d'être un personnage différent des autres. Et ça, il faut le souligner parce que, évidemment, un personnage comme ça aussi, ça remplit le tableau de diversité. C'était important. Un personnage qui n'arrive pas à pardonner parce que son ego est beaucoup trop grand, mais alors que finalement, elle a pas grand-chose à en vouloir à Shoku, en fait, c'est plus de sa faute, mais bon, ça, elle ne l'admet pas, alors que Ishida, lui, l'a fait. Voilà, et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo Steins Gate, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau film d'animation. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.